Salut ma famille, c'est Data, j'espère que vous allez bien. Alors hier j'ai fait une vidéo sur ce match, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un match. Pour moi c'était juste une honte, une mascarade totale, c'était une catastrophe. Appelez ça comme vous voulez, mais c'était pas un match, ça c'est une première chose. Mais bref, j'en ai parlé hier un petit peu à chaud on va dire, et c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant qu'on en parle un peu plus à froid aujourd'hui, même si bien sûr, je vous dis la vérité les gars, j'ai surtout pas digéré ça. Et je pense que pour digérer ça, il va falloir énormément de temps. Mais en attendant, justement par rapport à cette canne, par rapport à ce match d'hier, etc., je voulais revenir un petit peu à froid, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé, en vous disant pour moi qui sont les vrais responsables. Parce que c'est vrai que depuis hier, je vois que ça parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui pointent du doigt essentiellement Regragui. Alors bien sûr qu'il a sa part de responsabilité, il l'a dit lui-même, il l'a assumé complètement. Mais de là à dire que c'est le seul responsable, c'est impossible. On ne peut pas être d'accord, on peut pas du tout être d'accord là-dessus. Il y en a carrément qui réclament déjà son départ. Je suis choqué de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ose réclamer le départ de Regragui. Alors bien sûr qu'il a sa part de responsabilité et on va en parler. Mais avant ça, il faut quand même pointer du doigt les vrais responsables, les principaux responsables, qui pour moi ne sont pas forcément que Regragui. Parce que je vais vous dire une chose les gars qui va résumer la situation très simplement, c'est que les 11 joueurs qui étaient sur le terrain côté marocain hier étaient largement supérieurs, étaient censés en tout cas être largement supérieurs aux Sud-Africains. Ça c'est une réalité. Quand on compare poste par poste les joueurs du Maroc et les joueurs d'Afrique du Sud, mais la différence, elle est large, elle est énorme en termes de qualité sur le terrain. Même sans Bouffal, même sans Ziyech, même sans n'importe qui. C'est pour ça que, ouais, on peut parler de certains choix qui ont été faits, certains joueurs que Regragui a fait jouer ou a pas fait jouer, mais avant tout, bien sûr que les joueurs qui étaient présents sur le terrain, on devait attendre et on devait voir beaucoup plus de leur part. Et à commencer par un joueur comme Amala. Alors je vous dis les gars, Amala pour moi c'est plus possible de le voir dans ce 11 du Maroc. C'est fini, c'est fini. Pour moi aujourd'hui, voilà, on a eu la certitude. Regragui en plus, il l'a mis sur le banc dans le match contre la Zambie. On s'est dit peut-être ça va le laisser un petit peu, le pousser un petit peu à réfléchir, le pousser un petit peu à progresser dans son jeu, à nettoyer un petit peu le déchet qu'il peut avoir dans son jeu. On se rend compte que c'est toujours la même chose. On se rend compte que ce joueur, il est plus fait pour cette équipe nationale, ou en tout cas il est plus fait pour être ne serait-ce que dans le 11 de cette équipe du Maroc. Tu peux le faire rentrer, à la limite quand c'est pour garder un score, quand tu mènes au score et que tu veux faire entrer Amala, vas-y. Mais aujourd'hui venir dire que tu peux lui faire confiance, que c'est un joueur qui peut être au rendez-vous, c'est plus possible. Franchement c'est plus possible. Alors, avant ce match, pour moi j'avais encore un doute. Je me suis dit allez, c'est vrai que voilà ce genre de joueurs comme Amala, comme d'autres, on va en reparler. Ce genre de joueurs ont fait une bonne Coupe du Monde il y a un an d'ici. Donc je me dis voilà, c'est qu'ils ont un minimum de qualité. Et bien sûr qu'il aurait fallu leur faire confiance dans cette rencontre. Donc pour moi, à partir du moment où ils ont montré qu'ils avaient de la qualité, je me suis dit, bon, c'est les joueurs sur qui tu peux faire confiance. Mais là, clairement, un joueur comme Amala, hier, il t'a complètement saboté le match. Je vous le dis, Amala, il te sabote ce match. Parce que, encore une fois, ok, ce mec, vraiment, c'est une catastrophe. C'est plus possible. Le match qu'il t'a fait hier, je ne veux même pas dire que c'est indigne d'un joueur du Maroc, indigne de l'équipe nationale du Maroc. Le match qu'il t'a fait hier, c'est indigne d'un joueur professionnel. Parce que le match qu'il t'a fait hier, tu prends n'importe quelle personne dans la rue. Si la personne a un minimum de condition physique, elle peut un minimum courir. Tu le fais rentrer sur le terrain, tu lui donnes juste 2-3 consignes tactiques pour qu'il ne soit pas complètement perdu. C'est bon, il te fait exactement la même chose. Il te fera pas pire. Il peut même faire mieux peut-être. Parce que là, je vous dis, son match ne différencie en rien son niveau à un joueur amateur. Il t'a fait un match d'amateur hier, Amala. Il a absolument rien réussi. Il t'a récupéré peut-être un ballon sur le match. C'est la seule chose qu'il a réussi. À part ça, il a touché 19 ballons. Donc il touche pas déjà beaucoup de ballons. Mais il te perd la moitié. Il te perd la moitié de ces ballons qu'il a touchés. Et quand on voit justement la frappe qu'il fait en fin de première mi-temps, les gars. Est-ce que ce mec il se fout pas du monde sérieusement? Est-ce qu'il se moque pas de nous sérieusement? Le mec il avait une possibilité en or. Il avait la possibilité de marquer, d'ouvrir le score. Tu serais rentré au vestiaire avec 1-0. Tu les aurais assommés les Sud-Africains. Tu les aurais plus revus en deuxième mi-temps. À ce moment-là, t'aurais pu défendre, t'aurais pu faire ce que tu veux. Franchement, cette action-là, elle marque. T'es en quart de finale. On est sûr et certain là-dessus. Mais là, le problème, c'est que même pas juste qu'il a pas marqué. C'est juste la façon avec laquelle il a frappé. C'est scandaleux. Je vous dis, c'est honteux. C'est indigne d'un joueur pro, les gars. Indigne d'un joueur pro. Il y a des joueurs, justement, amateurs dans cette CAN. Le numéro 10 du Cap-Vert qui joue sans club. T'as des joueurs de Namibie, de Mauritanie ou d'Angola qui sont même pas professionnels. Ils te font des meilleures choses que lui. Ils t'ont fait des meilleures choses que lui, les gars. Alors que ces joueurs de jour-là, que ce soit lui ou d'autres joueurs de cette équipe nationale, tu les mets dans des conditions exceptionnelles. Des conditions incroyables pour préparer ce genre de rencontre. Ils sont dans un hôtel qui est magnifique. L'hôtel de San Pedro, on a vu les images. T'as tout ce que tu veux, la piscine, les salles de rééducation, les salles de sport. T'as tout ce que t'as besoin dans cet hôtel-là. T'as toutes les conditions qui sont prêtes. T'as ramené des cuistots, t'as ramené ta nourriture, t'as ramené le Maroc entier. Tu l'as ramené avec toi pour préparer cette CAN, pour jouer cette CAN et pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Et tu te fais éliminer par une équipe qui a juste logé dans une cité CAN.
C'est ça le truc, c'est ça qui est grave. On n'aurait pas mérité. Et là, je vous le dis, les Ivoiriens, j'ai critiqué les cités Cannes, mais en vrai, vous avez raison. On aurait dû loger comme tout le monde dans ces cités Cannes. Ces joueurs-là, ils méritent pas. Ils méritent pas le confort, ils méritent pas le professionnalisme, parce qu'ils se comportent pas en joueurs professionnels. Le jour où ils se comporteront en joueurs professionnels, à ce moment-là, on aura des exigences qui seront un peu plus élevées. Mais là, on mérite pas du tout. Et pour en revenir à cette frappe d'Amala, justement, comme je vous dis, ce qui est grave, c'est que c'est pas juste qu'il la marque pas. Bien sûr qu'il peut rater, mais le fait que déjà, non seulement elle manque totalement de puissance, comme je vous dis encore une fois, voilà, t'as pas l'impression que c'est une frappe d'un joueur pro, les gars. T'as pas l'impression que c'est une frappe d'un joueur pro. Tu peux me dire, ouais, c'est un milieu de terrain, c'est pas un attaquant, c'est un ci, c'est un ça. C'est pas une frappe d'un joueur pro. Et encore, quand je vous dis c'est pas une frappe d'un joueur pro, je suis encore gentil parce que ça, c'est même pas une frappe. Comment je peux appeler ça une frappe? Une frappe molle, sans calcium, sans vitamines. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges? Ils t'ont pas donné à manger. Ils t'ont pas donné à manger, s'il te plaît, pour que tu nous fasses une frappe comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, sérieusement? On dirait que tu fais le ramadan, frérot, que c'est l'heure de l'ftour et que t'as plus d'énergie dans les jambes. Et encore, à la limite, que la frappe, elle soit pas très puissante, ça arrive, ça peut arriver. Mais là, non seulement elle est pas puissante, mais en plus, elle est pas précise du tout. Même malgré le fait qu'il n'arrive pas à te mettre une frappe suffisamment puissante pour inquiéter le gardien, il arrive même pas à cadrer cette frappe. C'est ça le pire, il cadre même pas. Encore une fois, c'est là où je vous dis, mais qu'est-ce qui montre que ce joueur est professionnel? Qu'est-ce qui le différencie avec monsieur et madame tout le monde? Et il est là le problème. Après, c'est même pas juste la frappe. Encore si avec que ça, si maintenant on peut dire voilà, c'est un joueur qui a une qualité de frappe qui est éclatée, c'est possible, ça peut arriver. Mais si c'était que ça, si seulement c'était que ça. Je vous dis les frères, c'est loin d'être seulement ça. C'est loin d'être seulement ça. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est la mi-temps. Et après, tu reviens du vestiaire. Et regardez ce qui s'est passé, les gars. Regardez-moi ça. Une situation ici où il a une passe à faire. À quoi? 4 mètres? 5 mètres maximum? Pas capable de la faire. Il rate sa passe. Et il rate pas sa passe parce que le défenseur, le joueur adverse, il l'a intercepté. Il rate sa passe parce qu'il la met. Il vise mal, encore une fois. Il vise mal. Voilà. Encore une fois, je vous le redis. Joueur pro, ça. Joueur professionnel, ça. Voilà, c'est ça le problème. Il rate cette balle, il perd cette balle surtout. Il rate cette passe et il perd cette balle. Mais c'est pas une action anodine. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Il va donner la touche à l'Afrique du Sud. Et vous savez ce qu'ils vont faire les Sud-Africains sur l'action d'après? Ils marquent. Il marque, donc au final, il récupère le ballon sur cette passe ratée, à 4-5 mètres, comme ça. C'est là où les Sud-Africains récupèrent ce ballon, et qui vont mettre ce but. Et le pire, c'est même pas encore ça. C'est même pas encore fini, ça. C'est même pas encore terminé. Parce que, encore, ok, c'est un joueur pro. On peut se dire, bon, respect, parce que balle au pied, il est nul. Il sait pas dribbler, d'ailleurs, il a perdu des ballons, parce qu'encore une fois, il a essayé de dribbler. C'est arrivé une fois ou deux, mais bref. On peut dire, il sait pas dribbler, il sait pas frapper, ok, c'est une chose. Mais on peut se dire, allez, au moins, l'homme de l'ombre, le fameux, le Batman. On a Batman avec nous en équipe nationale. Ouais, bien sûr, Batman. Barman peut-être, parce que j'avais l'impression qu'il était bourré, mais il n'y a pas de Batman. Parce que le jeu sans ballon dans lequel on se dit, ouais, au moins, il fait le taf à ce niveau-là, même là, il n'était pas présent. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Il perd le ballon sur l'action d'avant. C'est pas qu'il va commencer à se concentrer un petit peu, qu'il va rentrer dans ce match. Au contraire, regardez-moi ça. Regardez, tous les joueurs, chacun est là, il a son joueur, il tient son marquage, ils sont tous bien. Voilà, même Ménéciri, il est là sur le porteur du ballon. Amrabat aussi, il sort sur le milieu de terrain sud-africain. Et là, t'as un joueur, le seul joueur tout seul. Voilà. Et Amala, il fait quoi? Je sais pas, il se gratte les genoux, je sais pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais, frérot? T'as pris ta pause de midi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le laisses tout seul? Juste explique-moi pourquoi tu le laisses tout seul. Bon, à la limite, tu te prends pas en marquage, c'est une chose. Ok, on va dire que t'es fatigué, t'as pas envie d'aller faire l'effort pour aller le prendre en marquage. Bon, c'est une chose. Fais juste un petit pas devant, et au moins tu coupes la ligne de passe ici. Au moins tu coupes la ligne de passe ici, c'est bon. Mais non, il l'a pas fait. Non, le mec, je sais pas, il se gratte les genoux, je sais pas, il se repose, je sais pas ce qu'il faisait. Et au final, cette passe-là qui nous tue. Voilà, c'est cette passe-là qui te tue. Donc voilà, quand je vois le match d'Amala, on peut reprocher à Régari de l'avoir mis titulaire. Mais ce qu'on peut surtout reprocher, c'est à Amala de pas ne serait-ce qu'avoir joué comme un joueur pro. D'avoir fait juste le minimum de ce qui le différencie entre un joueur pro et un joueur amateur. C'est juste ça. Parce que, au bout d'un moment, jusqu'à la preuve du contraire, ce mec, il joue en Liga, à Valence, grand club espagnol. Il vient de te sortir une Coupe du Monde plus qu'intéressante. Donc même si tu fais pas un grand match, tu t'attends au moins à ce qu'il fasse le minimum. Et rien que sur l'action du but, par exemple, tu t'attends à ce qu'il fasse le travail. Qu'il soit là pour couper les lignes de passe, qu'il soit là pour faire le fameux travail de l'ombre.
Mais même ça, il l'a pas fait. Et franchement, je peux vous dire que Regragui, il a été très gentil. Il a été très gentil. Parce que moi, franchement, à la place de Regragui en conférence de presse, j'aurais pas dit j'assume les responsabilités, c'est de ma faute et tout ça. Non, moi, franchement, à la place de Regragui, j'aurais dit moi, j'ai fait confiance à certains guignols qui ont fait leurs preuves par le passé en équipe nationale et aujourd'hui, ils sont pas comportés en joueurs pro. Voilà. Et à commencer par Amala. Mais attendez, Amala, on a parlé d'Amala, mais c'est pas le seul. Ne venez plus jamais me parler d'En-Nesyri. Ne venez plus jamais me dire ouais, En-Nesyri c'est un grand joueur. C'est pas un grand joueur. C'est un grand joueur de taille peut-être, mais c'est pas un grand joueur les gars. J'en ai rien à foutre de son but contre le Portugal. Ok, merci à lui, mais bon, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, on n'en peut plus parce que c'est un joueur, à part justement te mettre des ballons de la tête, il peut plus rien faire d'autre. Il te fait rien d'autre. Le mec, il sait pas frapper, il sait pas dribbler, il sait pas contrôler un ballon. Il sait pas finir une action si c'est pas avec son crâne. Quoi, on va juste compter sur lui pour qu'il mette des ballons de la tête, c'est tout. À part ça, tu pourras pas compter sur lui. Mais si c'est ça à ce moment-là, on prend lui, tu le mets en attaque de cette équipe du Maroc, tu lui mets un maillot du Maroc, et puis c'est bon. Il te fera la même chose, tu lui mettras des centres, lui aussi il peut te mettre des têtes, c'est pas un problème, lui aussi il est grand. Faut pas déconner les gars, parce que là, je vous dis, tellement qu'En-Nesyri nous a habitués à pire, des matchs encore pires que ça, où il rate plus d'occasions que ça, qu'aujourd'hui en fait on a banalisé le match catastrophique qu'il fait En-Nesyri. On l'a vraiment banalisé ça, parce que c'est le problème. Comme dans ce match il t'a raté qu'une ou deux occasions, tu dis bon ça va, il a fait pire. D'habitude, tu t'en rates 4-5. Là, tu en as raté une ou deux, ça va encore. Alors que je suis désolé, mais c'est pas ça. Je suis désolé, mais tu peux pas te satisfaire de ça. Tu sais très bien que si tu veux gagner une compétition comme ça, t'as besoin d'un grand attaquant. Parce que les occasions, t'en auras pas 4-5 à chaque fois. Et à commencer par une occasion pareille. Une occasion pareille, les gars. On a regardé la CAN. On a regardé cette CAN, même les petites équipes, etc. La plupart des attaquants, ils te l'auraient mise sans problème. La plupart des attaquants auraient pas chipoté. Lui, il a dû contrôler le ballon 3 fois, laisser le ballon rebondir 2 fois, etc. Avant de te faire une vieille frappe dégueulasse jusqu'à ce qu'il arrive en tête contre le gardien. Ça, normalement, ça, en une touche. Pour un vrai attaquant, en plus, ça vient sur son bon pied, c'est ça le pire. Il est gaucher, ça vient sur son bon pied. En une touche normalement pour un vrai attaquant. Moi je parle pas pour moi, je parle pas pour monsieur et madame tout le monde, mais je parle pour un vrai attaquant, un vrai numéro 9 dont le travail c'est de marquer des buts. Ça, une touche c'est bon, une touche ça doit être cadré. Mais non, lui non, un contrôle de contrôle, et il attend juste d'arriver en tête à 1 cm du gardien pour frapper. Et encore je vous dis frapper, mais là c'est pas une frappe, c'est pas un tir qu'il a fait. Il t'a juste mis un coup de genou sur le ballon. Ce mec, je vous dis la vérité, il contrôle pas ses jambes, il a pas la maîtrise totale de ses jambes les gars. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un gars qui contrôle et qui a la pleine maîtrise de ses jambes ça? Et d'ailleurs Saxon, je vois qu'elle a pas fait beaucoup parler parce que les gens se sont dit ça a été sifflé hors jeu, donc au pire il y a pas de regret. Mais il était pas hors jeu, c'est ça le pire. J'ai regardé l'action, je l'ai revu, il est pas hors jeu, je vous le dis les gars. Parce que ouais ok, Saïs, lui il est hors jeu par contre. Mais En-Nesyri, regardez bien, il y a le pied. En sachant déjà, il faut savoir une chose, c'est l'épaule de l'attaquant qu'il faut prendre en compte. Et pas son bras. Le bras ne compte pas pour le hors jeu. Donc regardez bien. Ici on voit la chaussure bleue du défenseur sud-africain. Si on trace une ligne ici les gars, il est pas hors jeu En-Nesyri. C'est ça le pire. C'est pour ça que bien sûr que tu peux avoir des regrets énormes. Parce que je vous dis, s'il avait marqué, l'arbitre il l'aurait sifflé hors jeu, et puis juste derrière, il aurait validé le but, il aurait été obligé. Parce que même Saïs qui est hors jeu ici, il aurait pas posé de problème du tout parce qu'il gêne pas le gardien, donc il aurait été même pas signalé en hors jeu passif parce qu'il pourrait gêner le gardien comme on a pu le voir contre la Belgique par exemple, dans ce match Maroc-Belgique. C'est là où je vous dis, bien sûr qu'il y a des regrets énormes à avoir par rapport à cette action-là, et je vous dis, c'est celle que je dirais le moins dans ce match-là, dans cette rencontre-là. Après, au-delà des En-Nesyri, au-delà des joueurs, pour en revenir à Regragui, comme je vous dis, il a sa part de responsabilité. Alors déjà, premièrement, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait tirer Hakimi sur le penalty? Personnellement, quand je me dis que c'est quand même le joueur qui a réussi à mettre le penalty le plus important de l'histoire du football marocain, je pense que tu peux pas lui en vouloir. Je pense que tu peux pas dire non, il aurait pas dû faire tirer Hakimi. Pour moi, que ce soit Hakimi ou n'importe qui d'autre, ça aurait rien changé du tout. Alors ok, Hakimi, il en rate un il y a pas longtemps justement contre la Tanzanie, avant cette CAN. Mais au contraire, moi personnellement, je me dis, tu viens de rater un penalty où tu cadres pas ce penalty, je me serais dit, Hakimi là, il aurait retenu la leçon. Il aurait compris qu'un penalty, il faut surtout le cadrer avant d'essayer d'aller chercher la lucarne. Donc, je me serais dit, il l'aurait mise. Franchement, je vous dis la vérité, sur ce penalty-là, je me suis dit, jamais de la vie, il va l'envoyer au-dessus. Jamais de la vie, il va vraiment la rater. Bien sûr, je me suis dit, peut-être que le gardien adverse, il aurait pu l'arrêter. Mais je me suis dit, il va pas prendre de risque. Il va pas prendre de risque, surtout que non seulement il a l'enseignement de son penalty contre la Tanzanie qu'il a raté, et l'enseignement de Ziyech, justement, contre le Bénin, qui s'est fait éliminer à cause du fait qu'il n'a pas cadré non plus le penalty. Parce qu'il a essayé de tirer trop parfaitement et qu'au final, il a touché le poteau. Donc je me serais dit, voilà, Hakimi sur ce match-là, il n'a pas d'excuse. Surtout qu'en plus de ça, et on l'a appris par après en conférence de presse, que Hakimi, c'est le meilleur joueur à l'entraînement au niveau des penalties. C'est celui qui les tire le mieux à l'entraînement. Donc franchement, avec tout ça, si c'est vraiment une mauvaise décision d'avoir fait tirer Hakimi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, la seule mauvaise décision par rapport à ce penalty-là, c'est la façon de tirer de la part d'Hakimi. D'avoir voulu chercher la lucarne.
Alors qu'il aurait très bien pu cadrer un plat du pied sans problème, plutôt que d'aller essayer de chercher la lucarne et au final ça finit sur la transversale. C'est ça personnellement, c'est ça qui me pose problème. C'est là où j'en veux à Hakimi. Même si, malgré tout, ce qui est dommage, c'est qu'il fait en plus un très bon match. Il fait une bonne canne en plus de manière générale. Après, il y a aussi le fait d'avoir fait jouer Mazraoui. Ça peut être remis en question. Ça peut être remis en question par rapport au fait qu'il manquait de rythme, etc. Mais il faut quand même être honnête. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Parce qu'il y en a peut-être qui regardent les matchs de Coupe du Monde en Coupe du Monde ou de Coupe du Monde en Coupe d'Afrique. Donc ils pourraient se dire, ouais, Atchallah, il a fait une bonne Coupe du Monde. Donc pourquoi pas ne pas le remettre dans ce match-là. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en Côte d'Ivoire, justement, il y a 2 mois d'ici, au mois d'octobre, Atchallah, il fait un match catastrophique. Moi, je me rappelle très bien. Il fait un match horrible, c'était méconnaissable. Il s'est fait manger par Diakité ce jour-là, l'ailier droit ivoirien qui joue à Reims. On parle même pas d'Alain, on parle même pas de Zaha, on parle de Diakité. Alors ça a été une révélation sur ce match, personnellement il m'a choqué ce joueur-là. Mais d'un côté il faut dire que Atchallah c'était vraiment très inquiétant. Donc c'est pour ça que je me dis d'un côté, quand tu sais que t'affrontes une équipe d'Afrique du Sud, avec des très bons joueurs de côté, avec de la vitesse, avec de la technique, peut-être que quand tu te rappelles de ce match en Côte d'Ivoire de la part d'Atchallah, tu te poses des questions avant de vouloir le faire jouer en tant que titulaire. Surtout que globalement Mazraoui, c'est pas comme s'il s'était fait manger justement sur ce match-là, il faut le dire. Alors, il y a peut-être sa responsabilité sur le but justement qui a été encaissé. Il a une part de responsabilité qui est énorme. Mais après, il faut quand même dire, c'est pas quand même le seul responsable. On en parlait d'Amala au départ de l'action qui est clairement fautif. Où regardez, on le voit encore sur cet angle-là, on le voit encore mieux. Où il laisse complètement cette ligne de passe se faire très facilement justement pour le milieu de terrain sud-africain. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que, ok, Mazraoui a couvert le hors-jeu juste après. Mais pourquoi Mazraoui a couvert le hors-jeu sur le but? Parce qu'il a été induit en erreur par Saïs. C'est Saïs qui a fait une feinte, je sais pas ce qu'il a voulu faire, bref, il a fait un pas où il a reculé, et ça a tiré Mazraoui juste derrière à faire la même chose. Et puis, au dernier moment, quand Saïs il est remonté, Mazraoui il est revenu en retard. Regardez ici, on le voit très bien. Là, il y a Saïs qui remonte, et Mazraoui qui remonte un petit peu en retard. Alors bien sûr, Mazraoui est responsable aussi, mais de là à lui dire que c'est le seul responsable, de là à le pointer du doigt uniquement lui, alors que tu as au départ de l'action Amala, qui non seulement perd le ballon, mais juste derrière, il fait pas le travail défensif. Après ça, il y a l'incompréhension entre Saïs et lui. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne pointerai pas du doigt uniquement Mazraoui sur cette rencontre. Mais après, je ne vais pas dédouaner totalement Regragui sur ses responsabilités. Bien sûr qu'il a sa responsabilité. Et il faut dire que même j'étais le premier à critiquer Regragui, même avant cette défaite, même avant cette CAN, en disant à la CAN, il faudra faire attention. À la CAN, quand tu vas tomber contre ce genre d'équipe, tu pourras plus te permettre de jouer comme contre l'Espagne, comme contre le Portugal. Tu devras proposer plus offensivement. Parce que toi, tu vas vouloir rester bien organisé, tu vas vouloir rester bien en place et essayer de les faire sortir. Mais eux, à ce jeu-là, ils seront plus forts que toi. Les équipes africaines, comme l'Afrique du Sud, comme le Cameroun, comme l'Égypte, comme beaucoup de nations africaines comme ça qui sont expérimentées dans cette CAN, qui sont expérimentées dans le jeu africain, je vous dis la vérité, c'est très compliqué de les surprendre comme ça, c'est très compliqué de vouloir jouer à ce jeu-là en restant bien compact et en laissant faire le jeu. C'est très compliqué. Et heureusement, ce qui est intéressant, c'est que Regragui, il s'en est rendu compte. En tout cas, c'est ce qu'il a constaté en conférence de presse. Il l'a dit lui-même. Il disait, on espérait qu'on allait faire attirer, mais ils sont pas venus. Voilà. Donc au moins, ça peut lui servir de leçon. Mais j'en parlais justement énormément pendant cette CAN, ou même avant cette CAN, en disant qu'il faut proposer plus. Offensivement, l'animation offensive doit être beaucoup plus travaillée. Et là, c'était très pauvre. Offensivement, c'était rigide. Chaque joueur restait à son poste. Il n'y a pas cette animation, cette folie que tu pouvais avoir au milieu de terrain. Alors c'est vrai que l'absence de Ziyech fait beaucoup, l'absence de Bouffal aussi, mais je pense que c'est le moment aussi de penser à travailler un petit peu l'animation offensive et de se passer de ce genre de joueurs-là. On veut voir vraiment des meilleures séquences de passes. On veut vraiment voir cette équipe du Maroc créer plus de danger sur l'animation offensive. C'est vraiment ce qu'on attend. Et après, voilà, ça sera au moins une bonne leçon. Mais bon, moi je vous dis la vérité, personnellement, je suis très très peu optimiste pour la suite. Franchement, je suis très peu optimiste. Peut-être que c'est sur le coup de l'émotion, c'est peut-être parce que j'ai pas encore pris de recul par rapport à ça. Mais pour l'année prochaine, pour la prochaine CAN au Maroc, ça va être très compliqué. La vérité, ça va être vraiment très compliqué. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit sur les prochaines vidéos, sur les prochains lives, on aura l'occasion de revenir sur les prochaines échéances. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.